Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 49 le 21 janvier 2026 et Francophonie à venir la mettra en ligne sitôt son montage terminé. Pour ceux qui visionnent régulièrement mes vidéos, vous vous souvenez sans doute que j'ai déjà évoqué, comme preuve de l'aliénation des citoyens d'Europe occidentale, l'observation que l'on peut faire dans le choix des prénoms des nouveau-nés qui sont de plus en plus d'inspiration anglo-américaine. J'ai récemment lu un article intéressant sur les milliers de Colombiens qui viennent s'enrôler pour combattre du côté de l'Ukraine, non pas par idéologie, mais simplement pour l'argent, et rien que pour l'argent. On appelle ces individus des mercenaires financés par les impôts prélevés aux contribuables européens pour un contrat d'un an qui peut représenter 6 ou 7 années de salaire dans leur pays. Ce qui m'intéresse ici, ce ne sont pas leurs tribulations, mais leurs prénoms. Celui qui figure sur la photo se nomme Kenny Roger. La plupart des autres mercenaires colombiens portent d'autres prénoms américains qui en disent long sur la nature de leur famille. Comme je l'ai déjà mentionné dans des vidéos antérieures, de très nombreux cas existent en France de parents donnant des prénoms anglo-saxons ou inventés sur la bouillie mondialiste. Des Kevin en passant par les Jonathan, Dylan, Alan, Brandon, Christopher, Douglas, James, Malone, Michael et tant d'autres encore. Depuis que l'auteur de l'article fait des analyses sur les prénoms des mercenaires colombiens, il a noté que les mercenaires portant des prénoms anglo-saxons sans avoir ses origines ont tendance à se faire tuer davantage que les autres sur le front ukrainien. Même constat pour ceux qui se sont eux-mêmes donné un surnom de guerre sans attendre que leurs camarades le fassent, en particulier ceux qui s'affublent de surnoms égocentriques alors que leur tête ne passe plus entre les deux chambranles d'un abri de tranchée, sur des thématiques de l'Antiquité, des séries américaines, d'animaux considérés comme dangereux, des références cinématographiques hollywoodiennes, etc., etc. Un nombre considérable de Ragnar ou Ragnar, Viking, Scorpion, Rambo, Anubis ou de Destructor se retrouvent ainsi moulinés dans le hachoir à viande russe. La nouvelle suivante concerne la Kabylie, cette région montagneuse au nord de l'Algérie. Le 14 décembre dernier, les dirigeants du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, le MAK, ont déclaré unilatéralement l'indépendance de la République fédérale de Kabylie. La Kabylie se distingue essentiellement du reste de l'Algérie par sa langue, le tamazight, par rapport à la darija ou arabe algérien dialectal. Cette déclaration d'indépendance est de nature symbolique et n'entraîne pas d'effet concret dans l'immédiat, si ce n'est de faire connaître la cause des Kabyles sur la scène internationale et de rappeler qu'il y a encore des territoires à décoloniser. La Kabylie proclame la rupture de tout lien de dépendance vis-à-vis de l'État algérien au moment où ce dernier vient de passer une loi criminalisant la colonisation française, ouvrant ainsi la voie aux demandes de réparation qui se chiffreront probablement par la bagatelle de quelques centaines de milliards d'euros. Pourquoi donc les Vietnamiens, qui furent dans une situation analogue à celle de l'Algérie, ne formulent aucune revendication dans ce sens ? Également, on se demande bien pourquoi les Algériens ne dénoncent pas l'ancienne colonisation ottomane. On pressent sans doute que les Turcs, peuple éminemment colonisateur, ne seraient guère sensibles à ce genre de mesures de la part de leurs anciens colonisés. Pourquoi la Russie ne formule-t-elle pas de revendications auprès de la Mongolie, qui abrite un peuple qui fut autrefois un immense colonisateur ? À propos de la Mongolie, on peut trouver facilement sur Internet des vidéos de chanteurs mongoliens qui glorifient les aventures coloniales passées de leur pays pour souligner le caractère viril et combatif de leurs ancêtres. Il est donc peu probable que la Mongolie fasse son acte de contrition vis-à-vis d'une histoire révolue, mais bien réelle. Pourquoi enfin la France ne demande-t-elle pas de réparation à l'Algérie
pour les razzias menées par les barbaresques sur les côtes méditerranéennes qui ont duré plusieurs siècles avec une période particulièrement intense entre le XVIe et le début du XIXe siècle. Aussi détestable qu'elles puissent paraître, la colonisation et les conquêtes sont vieilles comme le monde. Aujourd'hui, l'Europe occidentale est colonisée linguistiquement, culturellement, économiquement, et l'anglicisation en est le marqueur le plus évident. C'est sur cet aspect que je vais maintenant me concentrer. Nous pouvons voir à l'écran encore une marque de l'anglomanie galopante avec les messages qui s'affichent sur la tour Eiffel au cœur de la capitale française et la lutte entreprise en France par des individus, des groupes, des sociétés, des associations pour remettre le français à la place qui lui revient. Au-delà de toute autre considération, ne pas parler français pour les Français, c'est collaborer à leur disparition politique et culturelle. C'est donc de cela qu'il s'agit. À ce titre, Albert Salon m'a demandé de relayer la campagne actuelle du Haut Conseil de la francophonie afin d'obtenir des candidats à la présidentielle de 2027 qu'ils inscrivent dans les principales urgences de leur programme et interventions médiatiques la réintronisation de la langue française comme signal encourageant le nécessaire élan pour redresser le pays en piteux état après les négligences et les destructions volontaires de M. Macron. Albert Salon est énarque, docteur d'État ès-lettres, ancien conseiller culturel et scientifique et ancien ambassadeur de France. Il est président d'honneur de l'association Avenir de la langue française, cofondateur et président du Forum francophone international, et il lança en 2001 le projet Villers-Cotterêts, adopté en 2017 par l'Élysée. Il est également cofondateur et secrétaire général du Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie. Nous nous sommes rencontrés en 1996 au Quai d'Orsay lors de la cérémonie de remise des prix du concours international de la francophonie financé par Charles Helou, ancien président de la République libanaise et organisé par la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'OIF, et qui était dirigé alors par le Québécois Jean-Louis Roy. Comme je l'ai dit, Albert Salon est le secrétaire du Haut Conseil de la langue française et de la francophonie qui réunit des anciens hauts fonctionnaires, des écrivains de renom, des scientifiques et des chercheurs, des anciens présidents de sociétés privées, des professeurs d'écoles prestigieuses telles que Subdeco, des linguistes du Collège de France, des mathématiciens dont un médaillé Fields, d'anciens ministres, des militants et des représentants d'associations qui se consacrent soit à la défense de la langue française, soit à la promotion du plurilinguisme. Et enfin, des animateurs d'émissions radiophoniques, etc. Albert Salon est lui-même animateur d'une émission intitulée « Le français en partage » qui est diffusée sur Radio Courtoisie. La composition du Haut Conseil est bien évidemment internationale et inclut des intellectuels et militants du Québec, du Proche-Orient, d'Europe francophone, d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, il rassemble 201 personnalités et 38 associations, dont 31 en France. Le Haut Conseil a actuellement, parmi ses chantiers de défense et de promotion du français, celui nouveau concernant l'armée et de la défense nationale française, depuis la décision de M. Sarkozy de ramener la France dans l'OTAN, dont le général de Gaulle avait affranchi les Français. Depuis, la langue anglo-américaine a envahi les hauts milieux militaires français. Cela au point de contribuer fortement à la vassalisation de la France par nos amis ennemis, on ne sait plus très bien, nos amis ennemis des États-Unis d'Amérique et autres anglo-saxons. Le Haut Conseil estime que le redressement politique, militaire, économique, social, devenu dramatiquement urgent de la France, passe d'abord par un redressement moral, intellectuel du pays et la réappropriation de la langue française, porteur de l'âme nationale et du fondement de solidarité qui existe entre tous les pays de la francophonie mondiale. Or, aujourd'hui, le contexte politique, social, culturel et linguistique change considérablement et nous porte à considérer que le redressement culturel et linguistique ardemment désiré peut bénéficier aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité. Premièrement, tout d'abord, le peuple français constate enfin la gravité de la situation politique, économique et sociale, linguistique et culturelle de leur pays.
Il comprend la nécessité urgente d'un redressement vigoureux et courageux et le soutient. Il comprend un peu mieux que ce redressement dépend largement d'une réappropriation par la France de son esprit, de sa culture et de sa langue. Deuxièmement, l'espèce d'envoûtement d'une partie du peuple français subi depuis 2017 s'efface très vite. Aujourd'hui, le roi est nu et fait beaucoup moins peur aux prudents, aux médias, etc. Troisièmement, la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection qui l'a suivie a eu au moins l'avantage, par suite de la disparition de la majorité fermée au projet du Haut Conseil, de pouvoir maintenant trouver des voies favorables à une nouvelle loi protectrice du français et de réduire considérablement les effets de la politique macronienne. Quatrièmement, les Français ont l'exemple d'un sursaut du Québec. Il a voté en 2022 une nouvelle loi forte de protection de son français, alors que celui-ci subissait douloureusement l'étranglement progressif anglo-fédéral et états-unien, la loi dite Loi 96. Cinquièmement, nous assistons presque partout dans le monde à la réaffirmation des nations, plus soucieuses de leurs intérêts fondamentaux, de leur langue et de leur culture, y compris fortement en Europe, de la Hongrie jusqu'à l'Allemagne, malgré l'obsession fédéraliste d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen et des autres, dont il est inutile de citer les noms. Au fait, on ne se pose jamais la question de savoir ce que cette dame est vraiment. Le portrait que la presse m'a dressé d'Ursula von der Leyen. Et en fait, je me rends compte que c'est assez peu détaillé. C'est-à-dire qu'on me fait des effets de cinéma en me disant elle est fantastique, elle est allemande, elle est très connue, elle est puissante, tout ce qu'on veut. Mais par contre, savoir d'où elle vient, quel est son passé en Allemagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans la presse. Et donc on peut voir par exemple que dans sa jeunesse en Allemagne, elle a été exfiltrée par les services anglo-saxons. Qu'elle a dû déménager à Londres, où elle a vécu sous une fausse identité avec le nom de Rose Ladson. Elle a fini après par partir aux États-Unis où elle s'est mariée, et après on lui a construit une carrière en Allemagne. Donc si déjà on explique ça à la population, c'est quelque chose d'assez troublant et étonnant, parce que ça en dit long sur l'indépendance qu'elle peut avoir par rapport aux intérêts anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très marqué chez elle. Et en plus de ça, on peut voir par exemple qui était le père d'Ursula von der Leyen, qui porte le nom normalement d'Albrecht. Son père a écrit un livre. Alors je suis très amusé dans mes recherches de voir que en 1976, parce que je suis en France, pas en Belgique, le père d'Ursula von der Leyen a écrit un livre qui est quand même une espèce de promotion du totalitarisme en nous expliquant que l'être humain peut être réifié, que c'est un engrenage d'une machine il va jusqu'à faire la promotion de la torture d'État dans son livre, ce qui, dans ces années-là, avait choqué la presse comme Le Monde ou Amnesty International. Et aujourd'hui, quand sa fille en fait ne fait qu'appliquer l'idéologie qu'on retrouve dans le livre du père, les mêmes acteurs en fait n'y voient rien de scandaleux à l'heure actuelle. Sixièmement, l'effet Trump de découplage États-Unis-Union européenne a douché et quelque peu affolé les Européens, permettant ainsi en France une prise de conscience de la rupture de la vassalisation-protection, de l'urgence de compter à nouveau sur les propres forces politiques, militaires, économiques et d'abord spirituelles, morales, culturelles et linguistiques des divers pays de l'Union européenne et de retrouver leur âme. Septièmement, en Europe, l'Eurovision 2025 a donné un signal récent non négligeable de la moindre domination de l'anglais, là où elle était devenue presque totale. Huitièmement, il y a nécessité d'arrêter le massacre du français, pourtant en décalage avec les mouvements populaires montants de résistance, et de mettre en valeur, tambour battant, les actions du Haut Conseil qui méritent d'en souligner l'importance politique. Par massacre du français, on peut mentionner par exemple le Conseil d'État, composé des petits copains du chef suprême français, qui voulait que les monuments commémoratifs du Macronistan portent des inscriptions en écriture inclusive. Imaginez dire de De Gaulle ou Napoléon « Yel a dirigé la France », Yel étant la contraction de il et elle. Tout détruire jusqu'à la langue française, parce que c'était son projet et sa mission. Mais comment s'en étonner? Il suffit de regarder
Les Américains n'ont pas pour habitude de récompenser ceux qui ne servent pas leurs intérêts, et comme le philosophe Francis Cousin l'affirme, Macron a parfaitement servi l'obsession des États-Unis d'éradiquer tout ce qui faisait la mondialité de la France. Mais regardez-le bien comme il est content. Emmanuel Macron, tout sourire, recevant son Global Citizen Award à New York. Un prix décerné par l'Atlantic Council, un think tank américain financé par Washington et les multinationales. Et pendant qu'il sourit, la France pleure, parce qu'on apprend que 1608 entreprises françaises ont été rachetées entièrement ou sont passées sous contrôle américain depuis 2014. Oui, plus de 1600 boîtes. Des fleurons stratégiques comme Alstom, jusqu'au banal Doliprane. Plus rien ne nous appartient vraiment. Montant total, 178 milliards de dollars. Un transfert massif de notre richesse nationale vers les fonds américains. Et tout ça sous nos yeux, dans le silence. Alors quand Macron se pavane et reçoit sa médaille, faut poser la question. Est-ce qu'il est récompensé pour son engagement mondial ou pour avoir livré morceau par morceau ce qu'il restait de notre économie? Pendant que le peuple compte ses centimes, les Américains comptent nos entreprises. Et Macron, lui, compte ses récompenses. Voilà le vrai scandale. Une France bradée pendant que son président sourit devant les caméras américaines. L'un des projets phares du Haut Conseil est de faire adopter une loi tout bon renforcée, mise en bonne forme juridique par le professeur Olivier Gohin, agrégé des facultés de droit. Le texte proposé est donc l'ébauche d'une proposition de loi portant sur la défense de la langue française et la promotion du français et de la francophonie. Je vais ici faire un peu comme François Asselineau et citer les articles précis pour que tous mes auditeurs sachent précisément de quoi on parle. En application de l'article 2, alinéa 1er de la Constitution, qui dit que le français est la langue de la République, inscrit depuis juin 1992 dans le titre premier sur la souveraineté, et en application de l'article 87 de la même loi fondamentale, inscrit depuis juillet 2008 dans le titre 14 relatif notamment à la francophonie, je cite, « La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. » La présente proposition de loi vise à compléter la loi numéro 94-665 du 4 août 1994 pour prévoir la promotion du français en France et de la francophonie dans le monde et pour renforcer la défense de la langue française sur le territoire national. Il est tenu le plus grand compte des apports à droit constitutionnel constant de la décision numéro 94-345 DC concernant l'emploi de la langue française du Conseil constitutionnel en date du 29 juillet 1994. Au centre de cette proposition de loi, il y a l'autorité de la langue française, qui, comme l'ARCOM, c'est-à-dire l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, alors cette autorité de la langue française est une nouvelle autorité publique indépendante, donc une personne morale de droit public, autonome par rapport à l'État placé sous son contrôle, à laquelle sont attribuées des compétences en matière de consultation, mais aussi de sanctions. Il s'agit ici de sortir de l'ambiance négative, car restrictive, voire agressive, dans laquelle la lutte légitime en faveur de la langue française face à la langue anglaise principalement, à laquelle on s'attache trop souvent en France. C'est pourquoi, du reste, le pouvoir de sanction est dépénalisé. La méconnaissance d'une des obligations limitativement énumérées de langue française est un manquement et non une infraction. Et la sanction éventuellement prononcée en ce cas est administrative et non pénale. De plus, le droit transposé et adapté dans l'exercice de ce pouvoir de sanction n'est pas celui de la concurrence déloyale, sévèrement réprimée, mais de façon raisonnable, celui de la diffamation publique, sans excès inutile et souvent contre-productif, comme il convient dans le champ de la communication écrite ou orale. Car ce qui est recherché en premier lieu, c'est de faire rectifier rapidement tout manquement, et non pas d'obtenir finalement une somme d'argent. L'article 1er précise l'historique et le champ d'application de la disposition précitée de l'article 2 de la Constitution en tenant compte de la décision numéro 94-345 DC déjà mentionnée. Les articles 2 et 3 affirment le rôle de l'Académie française dans la détermination des règles de la langue française, en France, notamment de son vocabulaire.
Les articles 4 à 10 établissent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de la langue française. Les articles 11 à 13 explicitent l'activité de l'autorité en tant que telle. Par ses avis et ses recommandations, elle contribue à la promotion du français et de la francophonie en France et dans le monde. Les articles 14 à 22 explicitent l'activité de l'autorité en tant que telle. Par ses avertissements et ses sanctions, elle contribue à la défense de la langue française sur le territoire national en tenant compte, bien sûr, des exigences du droit constitutionnel au titre de l'article 11 de la Déclaration de 1789. L'article 23 précise quelles sont les obligations de langue française dont la méconnaissance sont des manquements pouvant donner lieu à avertissement, puis en cas de récidive à sanction. L'article 24 prévoit l'irrecevabilité de toute demande devant une institution française, autre qu'une juridiction qui n'est pas formulée en langue française. On pense aux directives de l'Union européenne qui sont directement rédigées en anglais et qui sont envoyées telles quelles à Paris. Cet article 24 permettrait ainsi d'opposer une fin de non-recevoir à de tels messages. L'article 25 prévoit l'irrecevabilité de toute requête devant une juridiction française qui n'est pas rédigée en langue française, sauf exception pour ne pas méconnaître les droits de tout justiciable qui, sans avocat, n'est ni de nationalité française ni de langue française. L'article 26 ajuste la loi Toubon du 4 août 1994 en ce qui concerne l'enseignement ainsi que les droits des examens et des concours, en acceptant d'une part l'enseignement d'une autre langue et d'autre part tous les enseignements dans le supérieur constitutionnellement protégés dans son indépendance. Cette dernière clause est hautement discutable, mais ce n'est pas moi qui ai pondu ce texte. L'article 27 est relatif au remboursement partiel ou total d'une subvention ou de toute autre aide publique attribuée à une personne morale de droit privé dont l'activité ne serait pas ou plus intégralement en langue française, en France, sous réserve des associations françaises dont l'objet social nécessite bien sûr l'emploi d'une autre langue. On éliminerait ainsi les subventions pour tourner des films prétendument français en anglais, par exemple, ou encore pour financer une recherche dont les résultats ne seraient pas disponibles en langue française. Les articles 28 et 29 font obligation aux fonctionnaires et autres agents publics français de s'exprimer en français dans l'exercice de leurs fonctions en France et à l'étranger, notamment dans les postes diplomatiques et les organisations internationales, à commencer au sein des institutions de l'Union européenne, sauf à s'exposer à une sanction disciplinaire. L'article 30 reprend et modifie la proposition de loi numéro 59 présentée par le sénateur Philippe Mariani le 10 novembre 2004 et crée une délégation parlementaire à la langue française, mais aussi à la francophonie, qui ne soit pas propre à chaque assemblée, mais commune aux deux assemblées en ces deux matières, dont la défense et la promotion sont consensuelles. Que dit le texte ? Seule langue officielle de la République, le français est en France la langue exclusive de communication écrite ou orale au sein des personnes publiques et entre personnes publiques et personnes privées. Tout personnel ou usager d'un service public à gestion publique ou privée a droit, en France, à une communication écrite ou orale en français. Par ses décisions prises dans les conditions qu'elle établit, l'Académie française détermine les règles de la langue française comme langue de la République. Au sens de la présente loi, la langue française est, sur le territoire national, celle dont les règles sont déterminées par l'Académie française, et elle seule, et dont les termes sont fixés par elle, sur la base de la dernière édition en date du dictionnaire de l'Académie française ou de ses mises à jour auxquelles elle procède, ainsi que des avis favorables qu'elle donne aux termes proposés par les commissions de terminologie, avant leur adoption par voie d'arrêté de terminologie publié au journal officiel, dès lors qu'ils indiquent les termes de langue étrangère qu'ils remplacent.
Un texte en écriture inclusive, tel que défini par l'Académie française, n'est pas en langue française. L'autorité de la langue française est une autorité publique indépendante. Elle contribue à la promotion du français et de la francophonie en France et dans le monde, et à la défense de la langue française sur le territoire national. Le texte prévoit ensuite comment sont recrutés les membres de l'autorité. Je ne vais pas énumérer les conditions qu'ils doivent remplir, mais il me semble que la participation de membres anciens ou actuels du gouvernement est indésirable du fait que la situation actuelle est la responsabilité évidente des gouvernements, des parlements et des sénats actuels et passés, quelle que soit leur composition. Je dois aussi mentionner le fait qu'il est prévu que les recours devant les tribunaux contre les avis, recommandations ou avertissements émis par l'autorité, ainsi que contre les refus d'avertissement ou de sanctions, sont irrecevables juridiquement. Bien que j'approuve l'esprit de ce projet de loi, je trouve que les dérogations qu'il accorde, en particulier dans le domaine de la communication et des médias d'une part, et dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche d'autre part, ne sont pas satisfaisants, puisque c'est justement par ces vecteurs que le français a été dénaturé dans un premier temps et évacué dans un deuxième temps, comme c'est le cas dans tous les congrès scientifiques se déroulant sur le territoire français, comme c'est aussi le cas dans les cours donnés en langue anglaise dans l'enseignement supérieur de spécialité, sauf bien sûr pour les établissements strictement privés. Il est prévu, bien sûr, et il s'agit là de simple bon sens, que les juges, les auxiliaires de justice ou les officiers ministériels doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, s'exprimer à l'écrit ou à l'oral en langue française exclusivement. Leurs décisions ou autres actes doivent être rédigés intégralement en français. Est irrecevable toute requête d'une personne physique domiciliée en France ou d'une personne morale exerçant son activité en France devant une juridiction française, soit de l'ordre administratif ou judiciaire, soit ni administratif ni judiciaire, qui n'est pas intégralement rédigé en langue française. Actuellement, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement français imprime des formulaires de déclaration de revenus en anglais pour des entités privées et publiques installées en France. Cette nouvelle loi mettrait fin à ce genre d'aberration. Comme je l'ai dit, dans le principe, le projet de loi spécifie que les subventions publiques sont accordées uniquement pour des travaux utilisant la langue française. En ce qui concerne les examens ou les concours, si le sujet de l'épreuve d'examen ou de concours n'est pas intégralement traité en français, la note 0 doit être attribuée à l'épreuve. Les mémoires de maîtrise ou d'autres diplômes nationaux et les thèses de doctorat soutenues en France doivent être intégralement rédigés par les candidats en langue française. Aucun diplôme de l'enseignement supérieur, public ou privé, qu'il soit national ou reconnu par l'État, ne peut être délivré sans que la moitié au moins des coefficients affectés aux examens pour l'obtention de ce diplôme correspondent à des épreuves passées à l'écrit ou à l'oral sur des sujets posés et traités intégralement en langue française. Cette disposition s'appliquerait dans le cas où les cours n'auraient pas été intégralement suivis sur le territoire national. Il y a ensuite des dispositions concernant le recrutement et la composition des membres des délégations et de l'autorité chargée du contrôle et de la mise en œuvre de la loi et sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. Le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie constate que les Jeux olympiques d'été de 2024 ont eu, sur la cause qu'il défend, deux effets révélateurs. Le premier effet est le succès triomphal des Jeux dans l'organisation, la sécurité, les exploits des athlètes, notamment français, battant tous les records. Marseillaise, nos drapeaux, public français enthousiastes, fierté portée et créée par les Français. Mais le deuxième effet, sous-jacent, discret, largement occulté par les médias français, s'avère hélas néfaste
pour la cause qui est défendue ici. Il semble que le président Macron, bien au-delà de l'idéologie olympique, a voulu faire passer par ces Jeux, dans les cérémonies d'ouverture et de clôture, un message politique plus personnel, critiqué assez universellement à l'extérieur de l'Europe, qui dessert clairement la cause du français et de la francophonie. En ce qui concerne la langue française, le gouvernement Macron avait, en 2023, annoncé qu'il saisirait cette magnifique occasion de redonner au français sa première place, à la fois de langue olympique et celle du pays hôte. Or, était en seul anglais tout ce qui était écrit et filmé par les caméras de télévision à l'intention de plus d'1 milliard de téléspectateurs, en dépit des promesses reçues et d'une résolution votée par l'Assemblée nationale. Dans le défilé des bateaux, les caméras n'ont pu filmer que le bâbord, où les pancartes désignant les pays étaient en anglais. Plus grave encore, athlètes et spectateurs présents ou devant la télévision n'ont eu de toutes les épreuves sportives que des présentations et résultats écrits en anglais, sans français. Sans aucune phrase en français, aucune désignation en français. Donc pour le monde devant l'écran, peu de différence avec les JO antérieurs, très anglicisés. Quant à l'oral, les œuvres chantées, diffusées, firent une bonne place à l'anglo-américain. Les commentateurs en français des épreuves ont dû nommer en anglais diverses disciplines modernes, le skateboard par exemple, alors que les commissions de terminologie animée par la délégation générale à la langue française avait bien travaillé pour nommer en français les disciplines correspondantes. Impossible de céder de la lecture de mots français puisque tout l'écrit était en seul anglais. Pourquoi les versions françaises produites n'ont-elles pas été mises à leur disposition avec prière de les utiliser ? Cette langue française absente des Jeux nous rappelle la campagne de Macron de 2017. Les Helpers, la Startup Nation, la conférence en seul anglais lors de sa présentation à Berlin, à l'université Humboldt, puis au long de ses mandats, discours en anglais, jusqu'en France, et tous ces French Tech, Choose France, jusqu'à la diffusion de son jeu de mots « Once Upon a Time ». Un président français devrait-il jouer les bardes médiévaux, grands bretons, pour immortaliser en conte de fées l'hippon triomphal de Teddy le Winner. Cela nous rappelle surtout son très grave refus de fait de saisir au premier trimestre de 2022 l'occasion de son tour de présidence du Conseil européen des chefs d'État pour lui faire rétablir la place reconnue aux Français et à l'Allemand dans la législation de l'Union européenne. Madame Ursula von der Leyen l'avait bafoué en 2020, post-Brexit, dans son coup d'État en déclarant l'anglais langue commune de la Commission. Le secrétaire d'État de Macron avait pourtant rassuré les Français 2 fois par écrit en 2020 et 2021. Donc déjà, des aveux, mépris, forfaiture, trahison subis par les associations, les traducteurs, son administration même, et surtout par le français, la France, la francophonie. Résultat, l'anglais règne en maître dans les institutions de l'Union européenne et Madame von der Leyen, contestée, fut réélue à la Commission en 2024 sans opposition française. Autre redoutable effet actuel de la politique macronienne concernant cette cité universitaire de la langue française à Villers-Cotterêts. En 2017, cet ambitieux projet, lancé en 2001 sur place par les associations de défense de la langue française, il est aujourd'hui le superbe élément positif physique du mantra macronien dans ce domaine, censé compenser tous les effets néfastes évoqués. Or, à l'instar des Jeux Olympiques, la réussite physique bien tangible de la cité s'accompagne d'un détournement de son esprit d'origine. Conçu comme un bel instrument, 23 000 m², utile, des réalisations magnifiques, coopération internationale pour la francophonie mondiale, le projet semble aujourd'hui destiné à rester le beau musée interactif de 2000 m², sorte de mausolée de la langue française.
Mépris de fer, mépris flambard à l'égard des associations, d'ailleurs occultées dans le discours d'inauguration de Macron, et surtout de la raison d'être de cette cité de la langue française. La Commission européenne y installe l'Alliance pour les technologies des langues fonctionnant en anglais. Pendant ce temps, M. Christian Tremblay, le président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, dénonce dans l'une de ses dernières infolettres le fait que, sous couvert d'enseignement international, des enseignements universitaires uniquement en anglais se sont développés dans toute l'Europe. Cela s'assimile à une forme d'hégémonie économique et culturelle dont les conséquences à terme seront forcément désastreuses. La circulation des connaissances est évidemment un enjeu essentiel, mais le monolinguisme est un risque majeur. Une recherche féconde ne saurait se satisfaire d'une seule langue, dit-il. Défendre et promouvoir les langues est une chose, installer le monolinguisme dans l'enseignement et la recherche en est l'opposé. Tiens donc, l'Observatoire européen du plurilinguisme découvre que l'eau de mer est salée, qu'il fait chaud en été et qu'il fait froid en hiver. Quelle surprise! Depuis le début des années 90, la volonté d'hégémonie linguistique de la part des anglo-saxons est pourtant évidente. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas comprendre une fois pour toutes que ce que nous observons concernant la destruction de la langue française est voulu et organisé au plus haut niveau de l'État et synchronisé avec l'action de la Commission européenne et en accord avec les officines états-uniennes, tout comme le démantèlement des États-nations voulus par les mondialistes, qui sont derrière l'immigration-invasion massive destinée à diluer les sentiments nationaux et les tendances souverainistes. Les mêmes phénomènes affectent toutes les nations ouest-européennes, dans lesquelles on a instauré, depuis belle lurette, la crétinisation des masses et la soumission à l'ordre états-unien. Nous déplorons la faiblesse de la diffusion des informations que nous rassemblons, mais là encore, l'invisibilisation que nous subissons est organisée et voulue. Je me souviens qu'en 1996, lors de la remise des 3 prix prévus par le concours international de la francophonie Charles Loup, pas moins de 7 caméras de télévision des grandes chaînes étaient là pour filmer les lauréats et enregistrer leurs déclarations. Mais rien ne transpira de cet événement dans la presse écrite et parlée le lendemain. Ce fut l'omerta totale, accentuée aussi par le fait que l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, ne publia les essais sélectionnés qu'un an plus tard, quand tout était oublié depuis longtemps. Michel Feltin-Pallas, du magazine L'Express, publie des chroniques régulièrement portant sur la langue et les usages, et ses usages. Mais tout comme la délégation générale à la langue française, il se garde bien d'aborder les sujets qui fâchent et d'accuser la presse et les agences gouvernementales ainsi que la magistrature, qui se garde bien de faire appliquer la loi Toubon dans son esprit et son texte, lorsque des plaintes à propos des violations flagrantes de cette loi se retrouvent à être jugées devant les tribunaux. Même au Québec, la liberté de dénoncer les responsables de l'envahissement de la société québécoise par l'anglais est sévèrement restreinte. La solution de l'indépendance fait froncer les sourcils de toute association québécoise de défense du français recevant des subventions du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial du Québec. Il ne faut pas oublier non plus que j'avais tenté d'inclure dans une de mes vidéos, qui fut publiée par Impératif Français, sur YouTube, une section d'environ 20 minutes de la vidéo de la conférence de presse de De Gaulle du 27 novembre 1967, dans laquelle il expliquait et justifiait sa déclaration « Vive le Québec libre », prononcée au mois de juillet de la même année au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Cette insertion avait été refusée par la section canadienne de YouTube. Alors que la vidéo de cette conférence de presse de De Gaulle est une vidéo en accès totalement libre, il est probable que le gouvernement canadien ou québécois ait demandé à YouTube d'en interdire la rediffusion sur les réseaux canadiens. Pour contourner cette restriction, on nous demandait de payer plusieurs dizaines de dollars par seconde.
Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais inclure les 20 minutes de vidéo durant lesquelles De Gaulle parle du Québec nous aurait coûté plus de 20 000 ou 30 000 $ canadiens. Or, il s'agit d'une vidéo libre de droit contenant les déclarations d'un homme public vieille de 58 ans. Il est donc évident que c'est bien le gouvernement provincial du Québec ou le gouvernement fédéral du Canada qui a certainement demandé à YouTube de restreindre la diffusion de cette vidéo sur le territoire canadien en exigeant le paiement de droits d'auteur astronomiques alors que ces droits d'auteur n'existent pas. Plutôt que de dire qu'ils interdisaient la diffusion de ce type de contenu, ce qui serait équivalent à restreindre la liberté d'expression de manière ouverte et décomplexée à la Donald Trump, ce qui serait bien sûr politiquement incorrect dans un pays qui se dit démocratique comme le Canada. L'invisibilisation vient bien sûr avant la censure. Tant que le discours est neutre, tant qu'il porte sur l'imparfait du subjonctif ou sur l'accord du participe passé, les élites politiques ne sont en rien dérangées. Ce n'est plus le cas quand on déborde naturellement sur les conséquences et les causes des phénomènes de dégradation linguistique et de la tentative de substitution des langues du continent européen par le sabir espéranglais, non plus proposé mais imposé. On dérange quand on évoque la responsabilité des élites politiques, quand on évoque la possibilité de partition du pays, comme les indépendantistes québécois la désirent, quand on souligne le degré de vassalisation et de soumission des dirigeants, quand on remarque que loin d'être un phénomène naturel, la destruction de la langue a pour but de détruire la puissance de la nation qui la parle. Là, la censure s'établit et se durcit au fur et à mesure que l'information se répand et que les gens prennent conscience de ce qu'on veut leur imposer sans qu'ils aient été consultés. Cela nous amène à parler de la poussée indépendantiste que l'on note actuellement au Québec. Écoutons Mathieu Boccoté, qui est bien connu des téléspectateurs français. Et le jour où, au Québec, ça va être majoritairement anglophone plutôt que francophone, et ça, si je peux me permettre, c'est pas dans le 5e millénaire, là. C'est plutôt bientôt. Ouais. Mais à ce moment-là, le Québec ne sera plus le Québec. Je ne me résous pas à l'idée de devoir vivre en étranger dans mon propre pays. Donc, nous allons nous faire louisianiser? Pour reprendre la formule de François Legault, qui est une formule assez populaire dans les années 70. Donc, vous savez, la louisianisation, l'acadianisation, on disait ça dans les années 70-80. Aujourd'hui, je pense qu'on a il y a une tendance qui nous pousse vers là, sauf si on a un sursaut. Et le sursaut, d'un point de vue québécois, ailleurs c'est autre chose, mais c'est l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, si le Québec, dans les prochaines années, ne se réveille pas et ne fait pas le choix de l'indépendance du Québec, nous allons devenir d'abord un gros Nouveau-Brunswick, et peu à peu, on va avoir la chanson Mommy Daddy que vous connaissez, la chanson Mommy Daddy qui est bouleversante. J'ai l'impression que c'est notre avenir si on ne se reprend pas en main. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. Proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Vous pensez que ça va mieux aujourd'hui, vraiment, à ce point-là? Non, c'est que la démographie au Québec a changé. Oui. Alors, les gens qui habitent ici, qui sont des Québécois, de souche ou non, qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui travaillent ici, ils représentent ce nouveau Québec ou ce nouveau Canada. Ce ne sont pas les eux qui sont ici maintenant. Et d'ailleurs, qui me suit, on en a Américains. Non, mais faites la comparaison avec les Américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y a un nous et un eux, ça structure l'histoire. Il y a toujours un nous et un eux quelque part. Par exemple, moi, mon eux, c'est le Canada anglais. C'est peut-être même le cas pour vous. Le Canada anglais, on a la même citoyenneté, on a le même papier, le même passeport, mais pour moi, le Canada anglais, c'est un eux respectable. Tout comme l'Espagne, c'est un eux respectable. Les États-Unis, c'est un eux respectable. Faites la liste. Mais le fait est que le cœur du nous québécois, la raison pour laquelle le Québec n'est pas une province canadienne comme les autres, c'est qu'il y a ici un fait francophone inscrit dans 4 siècles d'histoire. Si vous balayez ça, si les Québécois francophones ne deviennent qu'une communauté parmi d'autres dans le Québec pluriel trudeauisé, mais je vous rassure, vous n'existerez. Une émission comme celle-là ne sera plus possible dans 15 ans parce qu'elle n'aura plus de public. Mais qui a parlé de balayer ça? Qui veut balayer ça? Vous êtes au courant que le gouvernement d'Ottawa, c'est un régime fédéral qui considère globalement que la différence québécoise est une forme de différence résiduelle embêtante. Oui, je me trompe pas. On n'est pas obligé d'accepter cet énoncé.
Mathieu. Non, mais je constate, parce que je ne l'accepte pas, je suis indépendantiste. Parce que je suis indépendantiste, je cherche à faire en sorte qu'on réussisse à construire autour de 2027, 28, 29, le prochain camp du oui, qui sera capable de rassembler les gens. Vous savez, en 95, il y avait dans le camp du oui Françoise David et Éric Duhem. Le prochain camp du oui, il va falloir que Mme Gazal s'en vient, je crois, Ruba Gazal, et, si possible, Éric Duhem, et Maxime Bernier, et Guy Lepage, et Jeff Fillion. Tous ces gens-là ont vocation à se rassembler dans le camp du oui. Si on n'est pas capable... Un pays qui veut faire son indépendance, ça rassemble des gens qui pensent rien en commun, sauf sur un point central, mettre chez nous. Mathieu? Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Mais s'il y a nous et il y a eux, il n'y en aura pas d'indépendance parce qu'il faut la faire avec eux. Bien sûr, non mais oui. Je tends la main. Vous connaissez la belle formule de Parizeau, hein? C'est-à-dire que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ça, j'y crois fondamentalement. Mathieu. Ensuite, je constate une chose, si vous me permettez, Ouais. que dans ce nous, à un moment donné, il faut vouloir le rejoindre. Et le point de départ, c'est la langue française. Est-ce que vous constatez, comme moi, qu'aujourd'hui, la capacité d'attraction du français est moins grande au Québec qu'elle l'était autrefois? Je considère que nous avons fait une mauvaise job pour convaincre les nouveaux arrivants de parler français. Ben ça, je connais ça par... Vous savez, aux États-Unis, on n'a pas à convaincre les gens d'apprendre l'anglais. Puis en Italie, on n'a pas à convaincre les gens de parler italien. Ça s'impose de soi. Puis à Ottawa, cela dit, ils convainquent... C'est pas vrai, aux États-Unis, il y a plein de gens qui parlent espagnol et qui ne parlent pas anglais. Bien sûr, mais ensuite... il y a Et une qui ne partie... parlent qu'espagnol. Hein? Mais si vous voulez avoir... si je peux me permettre, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a une crise identitaire aux États-Unis aussi. Mais globalement, si vous voulez progresser dans la société aux États-Unis, l'anglais est nécessaire. Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, rappelez-vous, a dit qu'une des plus grandes qualités de Montréal, c'est que c'était pas nécessaire de parler français pour s'y épanouir et y réussir. Je constate qu'il avait raison factuellement et moralement, ça me bousille le cœur. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu déjà 2 référendums sur la question de l'indépendance, mais de fortes irrégularités ont entaché le dernier référendum de 1995 qui fut perdu par les indépendantistes par une très faible marge, avec 50,58% de non. Il est de notoriété publique que l'ex-ministre de l'Immigration Sergio Marchi a révélé que son patron, Jean Chrétien, Premier ministre du Canada à l'époque, lui avait directement demandé d'accélérer le traitement des demandes de citoyenneté avant le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, afin de maximiser la victoire du camp du non. Il s'agit ici clairement d'une fraude électorale. Il faut ici donner un brin d'explication. Les nouveaux immigrants fraîchement naturalisés et installés au Québec ne sont pas favorables à l'indépendance. On peut les comprendre, car ils sont arrivés dans un pays qui affiche fièrement sa devise « a mari usque ad mare », ce qui veut dire d'un océan à l'autre, et l'indépendance du Québec détruirait cette devise et la liberté pour eux-mêmes et leurs enfants de s'installer plus tard dans une autre province. Le 8 décembre 2025, Jean Chrétien, âgé de 91 ans, refusa de témoigner au comité permanent de l'immigration pour s'expliquer sur les dessous de l'opération citoyenneté menée avant le référendum de 1995, alors que l'information provient de son ex-ministre. Il pressent bien sûr que des poursuites à son encontre pourraient être engagées au pénal, qu'il mente ou qu'il confirme ce que tout le monde sait déjà. On voit ici comment se répartissent les intentions de vote pour les divers partis. Chez les francophones natifs, le Parti québécois indépendantiste est très largement en tête, alors que chez les non-francophones, il est seulement à 14% des intentions de vote. La presse écrite québécoise pousse actuellement pour un 3e référendum. J'affiche ici quelques articles de presse qui illustrent la campagne actuelle. Il serait naïf de penser que la poussée vers l'indépendance du Québec soit basée uniquement sur la préservation de la langue française au Canada, bien que ce soit le facteur qui soit mis le plus en lumière par les médias. Mais les réactions de certaines provinces majoritairement anglophones qui tournent ostensiblement le dos au Québec n'améliorent pas les choses. L'Alberta, la Saskatchewan ainsi que le Manitoba se sont déclarés comme étant des provinces officiellement unilingues anglaises et ignorent délibérément et officiellement la francité des Québécois. Il y a bien sûr aussi les facteurs économiques et les facteurs historiques. Par exemple, et c'est loin d'être le seul exemple, le carnage de Saint-Eustache au Québec fait référence à la bataille décisive qui eut lieu le 14 décembre 1837 lors des rébellions de 1837-1838 dans le Bas-Canada.
Les soldats britanniques du Canada, qu'on appellera par la suite Canada anglais, prirent le presbytère et le manoir qu'ils incendièrent pour étouffer les défenseurs dans la fumée. L'église où les patriotes québécois s'étaient regroupés fut ensuite attaquée et mise à feu par les troupes britanniques. Le chef patriote tenta de s'échapper par une fenêtre de l'église en flammes, mais fut abattu aussitôt. Plusieurs autres patriotes périrent en tentant de fuir ou furent tués par les balles britanniques. Le village fut dévasté et des témoins décrivirent un spectacle d'horreur, des cadavres nus, calcinés ou mutilés, des rues rouges de sang, des corps dévorés par les porcs et une atmosphère de désolation. Ce carnage marqua la fin de la résistance principale des patriotes dans la région des Deux-Montagnes, actuellement dans la zone métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, l'église Saint-Eustache est un lieu historique national du Canada, symbolisant cette tragédie. Bien que l'on a tenté de gommer ce type d'épisode de la mémoire collective canadienne, les Québécois se souviennent qu'ils ont été écrasés et humiliés depuis 1760 et que leur appartenance à l'entité fédérale actuelle, que l'on nomme Canada, ne fut en rien spontanée et volontaire. Les facteurs économiques actuels confirment ce sentiment d'infériorité et d'impuissance vis-à-vis du Canada anglais. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, l'exprime très bien en comparant le Québec, dans le Canada, comme un actionnaire minoritaire opprimé dans la gouvernance d'une entreprise. Ses intérêts divergent souvent de ceux de l'actionnaire majoritaire, mais il n'a pas le pouvoir d'influer sur les choix de l'organisation. Les Québécois doivent avoir le courage de sortir très rapidement de ce système colonial, sinon c'est la disparition dans l'insignifiance et le mépris. Le Québec doit appartenir pleinement aux Québécois et le seul moyen est l'indépendance. En 2002 et 2008, entre 2002 et 2008, les producteurs d'or, de zinc, de cuivre et d'autres minéraux ont extrait pour 17 milliards de dollars du sous-sol québécois. Oui, 17 milliards. De cette somme monstrueuse, ils n'ont versé que 259 millions en droits miniers, soit un minable 1,5% de leur production. Il faut savoir que les minerais québécois ne sont pas vendus, ils sont extraits sans limite, comme dans les anciennes colonies, surtout par de grandes compagnies étrangères qui devraient normalement payer des redevances d'environ 12% sur leurs profits nets, selon la loi. Celles effectivement payées dépassent rarement 2%. Autre exemple, parmi bien d'autres que l'on pourrait citer, la rémunération des présidents d'universités québécoises varie fortement suivant qu'il s'agisse d'universités anglophones ou francophones, au détriment des francophones bien sûr. Paul Saint-Pierre Plamondon ose enfin nommer le problème qui gangrène le milieu culturel québécois depuis des décennies. Un homme l'avait fait avant lui, Pierre Falardeau. Déjà au milieu des années 90, Téléfilm Canada refusait de financer d'autres projets de Falardeau. Il dérangeait trop avec les thèmes de ses films, la liberté, l'indépendance, la prison, l'histoire des patriotes et du FLQ, le Front de libération du Québec. Falardeau, dans ses nombreuses chroniques, dénonçait le financement de la culture par le gouvernement fédéral. Il affirmait, à une époque où il prêchait presque seul, qu'Ottawa achète les universitaires et les artistes. Pourquoi ? C'est très simple. Dans un régime colonial, il n'est pas toujours nécessaire de sortir les balles et les fusils, ni d'emprisonner systématiquement les opposants. Le régime britannique, puis son successeur canadien, a excellé dans l'art de la répression tranquille, en achetant les artistes et les universitaires. Ottawa s'assure la loyauté des gens qui pourraient autrement déranger le pouvoir. On se souvient que durant les années 90, jamais aucun artiste n'osait se déclarer ouvertement fédéraliste. Aujourd'hui, plusieurs artistes dépendent des fonds fédéraux pour mener à bien leurs projets. Après 1995, Jean Chrétien a mis en œuvre son plan B pour qu'il n'y ait plus jamais de futur référendum. Parmi les mesures, on trouve la naturalisation illégitime de milliers d'immigrants à la veille du rendez-vous du 30 octobre 1995, comme je l'ai mentionné précédemment, mais aussi d'autres mesures plus techniques dont les effets se feraient sentir des décennies plus tard.
les bourses du millénaire accordées aux étudiants universitaires, mais surtout le financement de la culture par Patrimoine Canada. Depuis quand Ottawa se soucie-t-il du français et de la culture au Québec ? Jamais il n'a réellement exprimé d'inquiétude pour la situation de la culture québécoise. Le Québec a connu près de 15 ans de gouvernement libéral avec Jean Charest et Philippe Couillard qui ont réduit le financement de la culture, ce qui a permis à Ottawa de prendre toujours plus de place. Paul Saint-Pierre Plamondon n'a fait que mettre des mots sur une situation qui perdure depuis trop longtemps, et il a bien fait. La culture devrait être une prérogative exclusive du gouvernement du Québec. Quand le fédéral se mêle de culture, ce n'est pas pour qu'elle prospère, mais pour lisser le récit et s'assurer de la loyauté d'élites qui pourraient être tentées par l'indépendance. Si Ottawa avait réellement à cœur la culture et la langue française, il ne donnerait pas des dizaines de millions par année pour renforcer la présence de l'anglais au Québec. Enfin, pour conclure sur le Québec, j'aimerais reprendre une citation de René Lévesque. « Indestructible, nous aurions dû logiquement nous fondre dans la majorité et disparaître depuis longtemps. Ce n'est pas arrivé. Malgré notre grande pauvreté et tout le temps perdu, en dépit du joual, nous sommes encore là. Je parierais même que nous sommes plus vivants que jamais. Ni les doutes, ni les divisions, ni les tentatives de recul n'empêchent que nous nous sentions aujourd'hui indestructibles. Les autres aussi s'en rendent compte. Cela ébranle l'un des fondements les plus secrets du Canada, qui était l'inavouable espoir d'assimiler tôt ou tard ces empêcheurs d'homogénéiser en rond que nous sommes. Espérons que cela demeure vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce bleu à la vidéo pour nous faire mieux connaître. Achetez mes bouquins dont je suis fier de constater qu'ils n'ont pas pris une ride. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux et pensez à faire un don à Francophonie Avenir dont le but est de redonner à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Je suis heureux de collaborer avec cet organisme à titre de pur bénévole car cela préserve mon indépendance totale vis-à-vis des sujets que je traite et donc de ma ligne éditoriale. Il faut révéler les vérités cachées par les grands médias aux ordres des mondialistes et mettre en exergue les enjeux. Avec les francophones, c'est tous les autres Européens qui sont également concernés. Bonne fin de journée à tous.